Faut-il supprimer l'héritage? Tous les ans, des milliers de Français reçoivent l'équivalent d'1, 2 ou 10 années de revenus de cette manière. Souhaitons-nous vivre dans une société où l'on s'enrichit à la mort de ses parents? Enfin, il faut qu'ils soient riches, mais c'est un détail. Et si on prend le truc de l'autre côté, du côté des parents, on peut comprendre l'idée, qui n'a pas envie de laisser quelque chose à ses enfants, qui n'a pas envie de leur assurer un meilleur futur. Mais est-ce que cela doit passer par l'héritage? Parce que des économistes s'inquiètent, et notre amour de l'héritage risque de modifier notre société, de faire de celle-ci une société d'héritiers. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une table ronde lors des Journées de l'économie de Lyon. L'objectif du débat, c'était justement de savoir si la France est en train de devenir ou de redevenir une société d'héritiers. Et c'est la question que j'ai posée à Gilles Dufresneau de l'École d'économie de Marseille. Alors, tout dépend ce qu'on appelle société d'héritiers. En fait, je crois que derrière la question, ce que l'on veut dire, c'est ce qu'on est dans une société de rentiers, c'est-à-dire des personnes qui finalement s'enrichissent, pas du tout par la méritocratie, par leur travail, leur talent, etc., et simplement parce qu'ils ont une rente, quelque chose qu'ils reçoivent et qui font fructifier indépendamment de leur talent, etc. Je sais, vous êtes encore jeune, l'héritage vous en avez vite fait entendu parler, mais soit ça ne vous concerne pas, soit vous n'avez pas envie de penser à la mort de vos parents comme d'un moyen de s'enrichir. Vous avez tort. Pour commencer, je nous ai trouvé un rapport de France Stratégie sur la question. C'est une espèce d'agence gouvernementale composée d'économistes chargés de fournir des recommandations au Premier ministre. Dans ce rapport, donc, on apprend que 33% des Français ont touché un héritage et qu'un peu moins de 50 pensent en toucher un dans le futur. On peut y lire également que les Français les plus aisés sont les plus susceptibles de bénéficier d'un héritage, mais le plus intéressant, c'est surtout la tendance. En 1980, la transmission du patrimoine représentait 60 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à 250 milliards d'euros. On hérite donc beaucoup plus aujourd'hui, et il y a de très bonnes raisons pour l'expliquer. Par contre, j'espère que vous aimez les graphes parce que vous allez en bouffer. Mais en bouffer. D'abord, la pyramide des âges. Il faut imaginer un champ immense où on demande à chaque personne de se placer sur une file en fonction de son âge. Vu d'en haut, on voit en fait la composition de la population française. Ça, c'est la situation en 1900. Et quand on avance dans le temps, on passe par les millions de morts de la Première Guerre mondiale, une hausse de la natalité, et tout de suite après, reguerre mondiale. Personne fait d'enfants pendant quelques années, mais en 1945, la reproduction est à la mode jusqu'en 64, l'année de fin du baby-boom. On parle de vos parents ou grands-parents selon votre âge. Pendant tout ce temps, l'allongement de la durée de vie modifie très clairement notre pyramide. Ça, c'est en 1900 et ça, c'est aujourd'hui. Plus rien à voir. Alors je sais que vu sur une pyramide, c'est pas forcément impressionnant, mais derrière chaque petite variation, il faut bien imaginer qu'on parle de centaines de milliers de personnes. Des personnes qui vont avoir leur vie, qui vont partir à la retraite, puis la quitter 20 à 30 ans plus tard. Tout ça pour dire que de plus en plus de Français vont hériter, puisque de plus en plus de Français vont mourir. Par rapport à l'an 2000, 60 000 Français supplémentaires sont morts en 2017. Et ce n'est que le début. Les prévisions de l'INSEE prévoient une augmentation de 100 000 décès après 2050. Par contre, mourir, ça ne donne pas automatiquement un héritage. Il faut commencer par avoir de la thune quelque part. Mais ça tombe bien, les Français ont de la thune. Enfin, surtout les vieux Français. Et si le sujet des petites retraites est régulièrement dans le débat public, celui du patrimoine des plus âgés, lui, n'est quasiment jamais abordé. Ce que montre justement ce graphe, c'est que le patrimoine des gens de plus de 60 ans a fortement augmenté ces 30 dernières années par rapport aux autres classes d'âge. Histoire que tout le monde puisse comprendre de quoi je parle, le patrimoine, c'est en fait la valeur de tout ce qui appartient à une personne. Ça veut dire que c'est sa maison, sa voiture, sa collection de buvards, son entreprise, ses placements financiers. Et si on additionne tout ça, on a son patrimoine brut. Et si on retire par contre ce montant les dettes de la personne, et bien là on obtient son patrimoine net. Et quand on regarde avec les montants médians, on voit que la classe d'âge des 60-69 ans avait 219 400 € de patrimoine en 2015. Et ça veut dire que la moitié des ménages de cette classe d'âge ont un patrimoine supérieur et que la moitié ont moins. C'est ça que médian veut dire. Alors forcément, que le patrimoine d'une personne plus âgée soit supérieur à celle d'un jeune de 20 ans, c'est pas si choquant. Il faut accumuler pour avoir un patrimoine, mais ça c'est qu'une partie de l'explication. Parce que la valeur d'un patrimoine, ça peut varier pour d'autres raisons. Et c'est ce que l'on voit assez clairement sur ce document de l'INSEE. Donc d'abord, il faut passer les 4 millions de pages de calcul trop compliqués. Tout ça pour arriver à la page 71. Figure 6.6, indice des prix des logements anciens en Ile-de-France et en province par type de bien, appartement ou maison, corrigé des variations saisonnières. Le titre envoie du rêve, mais ce qu'indique ce graphe, c'est que statistiquement, les propriétaires qui ont acheté une maison à 200 000 € en 1992 ont vu son prix augmenter jusqu'à 500 000 € autour de ça en 2012. Et encore depuis, ça a continué d'augmenter un petit peu. Donc ça veut dire que les propriétaires français ont vu une partie de leur patrimoine doubler. Comme ça, sans travailler, sans forcément le savoir, pas parce qu'ils sont devenus séniles, c'est juste que cette thune n'est pas sur leur compte en banque. Elle est concentrée dans la valeur de la maison dans laquelle certains vivent depuis des années. Cette maison n'est pas magiquement devenue plus belle ou plus grande, elle est juste devenue plus chère. Du coup, certains peuvent oublier qu'ils vivent dans un truc qui vaut un demi-million de tunas, parce que c'est clairement pas ce qu'ils ont payé il y a 20 ans. Ensuite, quand on regarde ce que représente l'immobilier dans le patrimoine des Français, ce qui est en marron dans ce graphe, on se rend compte justement à quel point le patrimoine des Français dépend de l'immobilier.
Donc cette explication, c'est pas juste un petit fait divers, on parle d'une évolution majeure. Bien sûr, ce que montre ce même graphe, c'est que tous les Français n'en ont pas profité, parce qu'il fallait être propriétaire à l'époque. Parce qu'au final, l'augmentation des prix de l'immobilier ont augmenté le patrimoine des Français autant qu'ils ont fait exploser les inégalités, et notamment les inégalités entre générations. Le truc, c'est que puisque de plus en plus de Français ayant du patrimoine vont mourir, l'héritage devient soudainement une question particulièrement importante. Mais revenons dans le passé un moment, parce que le concept même d'héritage est un héritage. Celui d'une époque où le chef d'État numérotait son fils aîné avant de lui transmettre sa fonction et son patrimoine. À cette époque, on est avec un destin dans une classe sociale dont il est quasi impossible de sortir. Le meilleur moyen de s'élever un peu dans la société, c'est de bien se marier, genre avec le mec le plus con du village, mais dont le père est riche. La Révolution française, c'est assez clairement le rejet de ce système. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut dire merci. La preuve, c'est que 2 ans après la Révolution française, le député Mirabeau écrit un discours qui définit encore aujourd'hui, en tout cas dans les grandes lignes, comment se fait la transmission du patrimoine en France. Je demande donc que l'ordre et le partage des successions, en ligne directe ascendante et descendante, soient invariablement fixés par la loi, qu'il soit assuré aux héritiers dans cette ligne les 9/10 de la masse des biens de celui auquel ils succéderont. Le principe, c'est que la loi doit définir comment l'héritage doit être réparti, peu importe ce que, à côté, le testament peut dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'après la Révolution française, il va y avoir pas mal d'événements qui vont vraiment réduire l'importance de l'héritage dans la société française. C'est ce qu'explique Nicolas Frémaux, un autre économiste et l'auteur d'un bouquin sur l'héritage. C'est dû à la fois aux 2 guerres mondiales, donc, qui ont contribué à détruire beaucoup de capital, notamment évidemment beaucoup de capital humain, mais surtout aussi du capital matériel. Donc on a eu une chute assez importante des héritages, il y a eu une crise économique au milieu de tout ça, et des conséquences aussi de la guerre, avec de l'inflation, des nationalisations, enfin beaucoup d'effets qui mis ensemble vont dans le même sens finalement. Mais la période d'après-guerre, c'est aussi la naissance d'une classe moyenne nombreuse. Dans les années 50 et 60, les valeurs du travail et du mérite ont remplacé celles de l'héritage, et un concept sauvage apparaît. Vous parlez d'égalité des chances. Alors entre nous... C'est le projet d'égalité des chances. C'est le projet d'égalité des chances. Parce que l'égalité des chances, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en économie les dotations initiales. Ça veut dire que vous démarrez dans la vie et on considère que de manière intrinsèque, vous ne choisissez pas où vous naissez, vous ne choisissez pas la famille dans laquelle vous naissez, vous êtes élevé. Si on est dans une société pour laquelle on croit à la méritocratie, l'égalité des chances, c'est ça, c'est-à-dire essayer de corriger des inégalités naturelles qui existent. Et ça, c'est une des idées fondatrices des sociétés libérales. Elle sous-entend, entre autres, que si l'on est pauvre, il est possible, a priori, de s'enrichir par son propre mérite. Et bien sûr, c'est pas si évident que ça, c'est justement tout le sens du travail de Pierre Bourdieu ou du concept de reproduction sociale, mais si on compare la France d'aujourd'hui à la France des années 1800, c'est pas le même délire. Il suffit de lire les romans de Balzac, de Maupassant ou de Jane Austen pour se rendre compte à quel point les gens parlaient de leur héritage comme on peut aujourd'hui parler de ses études ou d'une carrière. Pourtant, depuis les années 70, alors que ce concept est au centre de tous les débats sur l'éducation, il n'est pas forcément trop appliqué au patrimoine et à l'héritage. Comme si l'égalité des chances n'avait rien à voir avec les 10 000, 300 000 ou 4 millions d'euros que l'on peut recevoir à un moment aléatoire dans sa vie. Mais la question que l'on peut se poser pour savoir si on vit ou non dans une société d'héritiers ou de rentiers, c'est de se demander s'il est possible pour moi aujourd'hui de m'enrichir par mon mérite ou mon travail, ou est-ce que la meilleure solution ne serait pas de me paxer avec un ou une riche héritière. Ce que les graphes du début montrent, c'est que la réponse 2 devient de plus en plus vraie. Pas forcément comme au bon vieux temps où une caste de rentiers vivait dans des châteaux et s'occupait en se mariant entre eux, à moins que... Et on voit très bien que les héritiers épousent des héritières, et notamment quand on regarde donc les riches héritiers, vraiment le haut de la distribution, se mettent de plus en plus, enfin en tout cas très fortement en couple avec les riches héritières de l'autre côté, pour plein de raisons, mais disons que ça augmente, la conséquence directe que ça, c'est que ça augmente aussi le côté concentré de l'héritage. Ce qu'on a dit depuis le début, c'est que l'héritage est très inégalement réparti. Si en plus, après, en termes de choix de conjoint, vous augmentez ce niveau-là, à la génération suivante, vous vous retrouvez avec des héritages donc, qui se perpétuent, donc le rôle de la famille ici est assez important. Pour mettre ça dans des termes aussi clairs que possible, ce qui apparaît, c'est la réémergence d'une classe d'héritiers. Des Français riches de naissance, qui se marient entre eux, dont les enfants seront riches à la naissance et se marieront très probablement entre eux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'éventuellement l'un d'entre eux rencontre une fourche du futur ou une réforme. Mais c'est loin d'être le seul problème causé par l'héritage en France. Parce que là, j'arrive doucement sur mes 30 ans. Mes parents en ont dans les 60, et en leur souhaitant tout le bonheur du monde, quand on regarde l'espérance de vie en France, il leur reste 20, 30, voire même 40 ans s'ils se la jouent calmement. Du coup, ma probabilité d'avoir un héritage avant 50, 60 ans est assez faible, et a priori, je suis loin d'être le seul dans ce cas, puisque l'âge moyen de l'héritage en France, selon les chiffres de l'INSEE, a dépassé les 50 ans. Donc quand on parle d'héritage, oubliez de base l'idée que c'est un truc pour que les jeunes se lancent dans la vie et tout ça. Ça peut arriver bien sûr, mais on parle d'accidents, de trucs rares. Aujourd'hui, notre espérance de vie en fait un transfert de patrimoine de vieux vers des moins vieux. Il y a un risque, évidemment, vous viviez de plus en plus longtemps, mais il y a un risque que vous viviez de plus en plus longtemps en étant malade. Donc le capital qui est gardé, c'est aussi un capital de précaution.
C'est-à-dire que si demain il se passe quelque chose, je peux revendre ma maison. Donc, pour des raisons tout à fait rationnelles, les générations anciennes, on va dire ça, conservent ce patrimoine. Et de fait, parce qu'elles le conservent, de l'autre côté du cycle de vie, les jeunes, ceux qui ont entre 20 et 35 ans, qui ont besoin de capital, qui auraient besoin de capital pour démarrer une activité, pour démarrer dans la vie, eux font face à des contraintes de liquidité. Donc doivent soit s'endetter ou n'ont même pas accès au crédit. Parce que pour avoir accès au crédit, il faut un collatéral, c'est-à-dire qu'il faut des cautions, des gages, des choses comme ça. Bon. Et ça pose un problème, ça crée une inégalité, comme on dit, verticale. Et donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire descendre ce capital de la génération des seniors vers la génération des personnes qui sont plus jeunes. Mais peu importe si on combine les arguments d'inégalité, de la transmission d'une rente et de l'inefficacité économique de la chose, on arrive au même point. Sur l'héritage et sa taxation, rien ne bouge. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une sorte de consensus entre les économistes, même de tout bord, pour taxer assez fortement l'héritage, justement à cause du côté inégal, mais aussi, surtout, pour les économistes un peu plus libéraux, pour les arguments vraiment économiques. Je suis contre l'ISF parce que l'ISF est une ponction qui se réalise de façon annuelle alors que la gestion d'un patrimoine obéit à des règles cycliques. Et en revanche, je pense qu'il faut un impôt sur l'héritage relativement élevé pour effectivement redonner à chaque génération l'égalité des chances et permettre à chacun, y compris les héritiers, les gens d'exprimer leur talent. Mais s'il y a une sorte de consensus chez les économistes, ça se limite vraiment à eux. Après, généralement, sur les plateaux de télévision, ce sont des avocats fiscalistes et pas des économistes qui vont jouer la contradiction. C'est le cas avec Jean-Philippe Delsol, par exemple, qui, en parlant du rapport de France Stratégie que j'ai cité, explique sa position. Nous pensons que la fiscalité la plus juste est la plus neutre, celle qui laisse les individus entre eux dans la même relation après ponction fiscale que celle où ils étaient antérieurement. Pourquoi ? Parce que l'État n'a pas à se substituer aux individus dans leurs choix, et notamment dans le choix de leurs relations financières avec leurs enfants, au travers de donations ou autrement. L'idée c'est que si on n'est pas libre de faire ce que l'on souhaite avec son argent après sa mort, il me semble effectivement qu'on puisse voir ça comme une privation de liberté. Mais plus loin dans le même article, on peut lire une phrase que je trouve un peu plus chelou. Autant qu'un revenu, un capital se mérite. Il a d'autant plus de valeur qu'il a été gagné à la force du travail physique ou intellectuel. Mais justement, un capital se mérite-t-il quand il s'hérite? Et l'enfant du riche serait-il donc plus méritant? Mais plutôt que de m'acharner sur une petite phrase, je vous invite à lire le travail d'André Masson, un économiste, troisième du coup, qui écrit beaucoup sur l'héritage et notamment sur les oppositions et les différents courants de pensée autour de cette question. Il parle notamment d'un courant de pensée particulièrement attaché à la famille et qui voit cette structure comme le principal espace de solidarité entre personnes. Cette solidarité se manifeste en partie par l'héritage, ce qui explique l'opposition assez ferme à la taxation de celui-ci. Et il y a un dernier point dont je n'ai pas beaucoup parlé depuis l'intro, c'est les entreprises qui peuvent être transmises en héritage. C'est le cas de Dassault, de L'Oréal, de Lactalis, du groupe Seb. Il y a beaucoup de débats là-dessus, sur la capacité des enfants à reprendre, et honnêtement j'ai pas plus poussé le sujet que ça, donc si ça vous intéresse, je vous propose de le creuser par vous-même et je vais essayer de mettre des liens dans la description si j'en trouve. Néanmoins, il faut rappeler que l'essentiel des héritages, c'est pas des entreprises. Aujourd'hui, le patrimoine des ménages, c'est d'abord l'immobilier. C'est du foncier. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune réforme à venir. Et c'est pas forcément parce qu'il y a un débat houleux avec beaucoup d'arguments. Non, la difficulté a l'air d'être ailleurs. Ça, c'est une enquête du Crédoc de 2017 où ils ont posé des questions à 2000 Français. Parmi eux, pratiquement personne ne sait comment fonctionne la taxation de l'héritage. Pauline Lemarchand de France Stratégie explique les résultats de cette étude. Et les Français ont-ils une bonne connaissance de cette fiscalité sur les héritages? Alors non, justement, donc elle est impopulaire mais très surestimée, c'est vraiment le résultat essentiel de notre étude. Elle est surestimée de différentes façons, par exemple concernant la transmission de patrimoine entre conjoints, donc entre personnes mariées ou pacsées. En moyenne, les Français estiment que cette taxation est de 22%. Or, depuis 2007, la transmission de patrimoine entre conjoints n'est plus taxée. Je pense qu'il est temps de corriger ça, et pour que vous sachiez comment fonctionne l'héritage pour de vrai, je vais laisser la youtubeuse / notaire de Groupama commencer. Bonjour Maître Cousigo. Bonjour. Est-il possible de donner à ses enfants sans payer de droits de succession? Chaque parent dispose pour chacun de ses enfants une franchise fiscale de 100 000 €. C'est-à-dire que par exemple, un couple, qu'il soit d'ailleurs marié ou non, qui a 2 enfants, peut donner à ses enfants, ensemble, à chacun de ses enfants, 200 000 €, soit en tout
400 000 euros. C'est plus clair. Merci, maître. Merci. Merci, maître. Merci. Merci. Du coup, l'idée, c'est qu'après l'abattement, donc après les 100 000 euros, tu vas être taxé sur tout ce qui dépasse de 5 à 45% en fonction du montant. Donc en gros, si tu hérites de 50 000 euros de ta mère, il n'y a pas 1 euro de taxe dessus. Si tu reçois 120 000 euros d'un seul parent, là, tu dois payer moins de 2% en droit de succession. Mais dans le cas où tu touches le jackpot à 3 millions d'euros, alors là, ça commence à représenter un peu de thunes, autour de 35%. Mais tu vas quand même te retrouver avec l'équivalent d'un gain de loto, donc tout n'est pas perdu. Et il existe plein de moyens d'optimiser pour éviter de payer ça avec un peu d'organisation. C'est aussi simple que ça entre parents et enfants. Après, les abattements et les taux changent pour les petits-enfants, les frères et sœurs, etc. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis intéressé aux commentaires des centaines d'articles sur l'héritage que j'ai parcouru pour faire cette vidéo. Partout presque, j'ai trouvé la même chose. C'est un impôt vu comme étant spécialement conçu pour emmerder les gens qui bossent toute leur vie, pour donner un petit truc à leurs enfants. Ce qui correspond assez peu à la réalité puisque 83% des héritages ne sont pas taxés du tout parce qu'ils ne rentrent pas dans les abattements. Au final, peut-être plus que les grandes idées philosophiques, c'est là que se joue le débat. Comprendre que les inégalités de patrimoine sont importantes et comment fonctionnent les droits de succession aujourd'hui. Et si certains au sein du gouvernement ont semblé vouloir faire quelque chose sur l'héritage, mais ça c'était avant. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on hérite de plus en plus tard et qu'il y a une inégalité fondamentale dans la transmission du patrimoine. Et donc, il me paraît important qu'on puisse ouvrir ce sujet. Et on fera des propositions, et je vous le dis, ces propositions seront reprises ou pas. Mais personne n'a pu voir de proposition, et le seul truc visible, c'est un recadrement d'Emmanuel Macron qui aurait dit, selon François, on a demandé des efforts aux retraités, mais maintenant, arrêtez de les emmerder. Un joli coup de com' pour lui, parce qu'il a probablement raison. Parler d'héritage, ça va les emmerder. Et pas que les retraités, la plupart des Français, si on en juge par le rapport du Crédoc. Pourtant, il existe quelques plans, solutions ou idées intéressantes pour réformer l'héritage. D'abord, il y a la réforme à l'irlandaise, mise en avant notamment par France Stratégie. Parce qu'aujourd'hui, la situation est un peu absurde. Si tu hérites au cours de ta vie de 320 000 euros de tes 2 parents et de tes 4 grands-parents, tu ne vas pas être taxé d'un seul euro. Mais si au cours de ta vie, tu reçois ces 320 000 euros d'un seul de tes parents, tu vas recevoir 277 806 euros, puisque tu vas devoir payer autour de 13% du montant, soit 42 194 euros de droits de succession. C'est absurde, mais c'est comme ça. Pour remettre ça à plat, l'idée c'est plutôt de taxer en fonction du montant reçu par chaque individu au cours de sa vie. De cette manière, on évite des situations absurdes de ce genre. Après, je sais pas si ça peut emmerder ou non les retraités. L'autre solution régulièrement mise en avant vise à réduire l'âge de la transmission. Puisqu'un des problèmes c'est que la transmission arrive trop tard, certains souhaitent encourager à ce que les transmissions se fassent du vivant. La solution retenue, c'est de défiscaliser ces dons. Ça existe déjà aujourd'hui, mais il est possible d'aller plus loin dans ce sens. L'avantage c'est que politiquement, ça passe tout seul. Ensuite, comme l'a déjà dit Nicolas Frémaux, de nombreux économistes sont en faveur d'une hausse de la taxation. C'est notamment le cas de Thomas Piketty, qui explique que le passé tend à dévorer l'avenir. Les richesses venant du passé progressent mécaniquement plus vite, sans travailler, que les richesses produites par le travail. Généralement, ces propositions conservent des abattements pour les héritages relativement faibles et visent surtout à éviter la transmission de fortune. Bien sûr, ça c'est le type de mesure qui, a priori, peut emmerder les retraités, et apparemment autour de 9000 lecteurs de capital. Et justement, le problème de cette idée, c'est son impopularité. Ça, c'est les solutions envisageables à court terme, on va dire. Mais il y a d'autres idées qui circulent. Par exemple, la dotation universelle. La version proposée par Bruce Ackerman et Anne Alstott vise à distribuer une dotation de 80 000 $ pour chaque jeune adulte en supprimant l'héritage des parents. C'est une forme d'avance sur l'héritage, et si ça ressemble un peu au revenu universel, la justification est différente. L'idée ici, c'est de dire que l'on est tous héritiers et que l'on n'est pas vraiment responsable de la pauvreté ou de la richesse de ses parents. À ma connaissance, cette idée n'a jamais vraiment été considérée dans le débat public français, mais il est possible que l'engouement pour le revenu universel puisse ruisseler vers cette idée. Je ne sais pas. Alors, faut-il supprimer l'héritage? Si on croit dans un certain nombre de valeurs revendiquées par beaucoup, comme la méritocratie, l'égalité des chances, que l'on croit dans la nécessité d'avoir une société à peu près égalitaire, que l'on croit dans l'importance d'avoir du capital pour les jeunes, alors il paraît difficile de justifier l'héritage comme il existe. Mais bon, dans le contexte actuel, avec autant de méconnaissances sur le sujet, avec le véritable amour français de l'héritage, il ne faut sans doute pas s'attendre à grand chose là-dessus. Pourtant, il est temps d'engager une discussion, sinon la société d'héritiers qui apparaît déjà s'installera pour de bon. Et si le sujet vous intéresse, le débat des journées de l'économie de Lyon est en ligne, les différents rapports, études, livres et tous les trucs que j'ai cités globalement dans cet épisode valent vraiment la peine d'être lus et sont en description. En attendant, si vous êtes un jeune héritier de 60-70 ans, n'oubliez pas que Stupid Economics existe grâce à des donations. Ce sont des petits montants, on ne parle pas de dilapider le patrimoine de vos ancêtres. En fait, si seulement 1% de nos abonnés contribuent d'1 € par mois, ils permettent aux 99 autres d'avoir accès à ce contenu. Et surtout, vous pourrez enfin faire partie du 1% de quelque chose, et ça, c'est quand même la classe. C'était Stupid Economics. Sur ce...